Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Un enfant sur 250 meurt avant sa première année de vie en France. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Et surtout, l'objet du livre enquête 4,1, le scandale des accouchements en France. Les auteurs seront en plateau dans quelques instants avec nous. Financer l'aide au handicap grâce à l'art et notamment à la photographie, c'est le projet des images de Blanche, et notamment le Festival de la photo des Hauts-de-France qui fête sa 3e édition les 14 et 15 juin prochains. On en parle avec le directeur de l'asso. Dans sa chronique, Emma Ferré vous parlera de l'indice de récession, une tendance politique des réseaux sociaux. Mais avant cela, place aux invités du jour. Des petites maternités qui ferment un peu partout sur le territoire, des usines à bébés qui explosent et une mortalité infantile qui est dramatique en France. Leur ouvrage 4,1 le démontre, le scandale des accouchements en France. Les journalistes Anthony Cortès et Sébastien Lorquin dénoncent cette situation alarmante. Ils sont avec nous. Pour parler de ce livre, le scandale des accouchements en France aux éditions Buchet-Chastel, eh bien je reçois les deux auteurs sur notre plateau. Anthony Cortès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc auteur de ce livre, ainsi également journaliste, tout comme Sébastien Lorquin. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Pourquoi avoir choisi ce titre choc 4,1? J'avoue que moi-même, j'ai été vraiment sous le choc. C'était pour mettre justement en avant ce chiffre et lui donner du corps d'une certaine façon, parce qu'on voit passer ces données-là un certain nombre de fois dans des rapports, c'est quelque chose d'une certaine façon un petit peu déshumanisé. Nous, avec ce 4,1, on a voulu montrer que derrière, il y avait tout un ensemble de vies, de destins, parfois brisés. Et 4,1, c'est aussi d'une certaine façon le symbole d'un système de santé en crise aussi également. Donc on a voulu, voilà, avec ce chiffre-là un petit peu brut, montrer l'envers du décor. Voilà. Sébastien Lorquin, peut-être qu'à 4,1, ça correspond à quoi? Alors, 4,1, c'est le taux de mortalité infantile en France. Ça correspond à peu près à 2800 bébés qui perdent la vie chaque année avant leur premier anniversaire. Donc 4,1, c'est vraiment le nombre de bébés nés vivants et morts avant l'âge de 1 an. Pour 1000 naissances, 4,1 bébés meurent avant ce premier anniversaire. Ça correspond à peu près à un bébé sur 250. Oui, c'est absolument colossal. Qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à enquêter sur ce milieu? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Je l'ai dit, vous êtes journalistes tous les deux d'investigation. Est-ce que c'était un article, des choses cachées que vous avez retrouvées? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord un rapport de l'INSEE. Alors c'est vrai que on n'explore pas des rapports de l'INSEE tous les jours, mais là, voilà, on a regardé le bilan démographique avec curiosité, avec Sébastien, et on est tombé sur ce chiffre-là. Bon, à l'époque, c'était pas 4,1, c'était 3,9 décès pour 1000, donc c'était à l'été 2023. Il n'y a pas si longtemps. C'était pas si longtemps. Une accélération énorme en un an, quand même. C'est ça, et on était déjà à l'époque 22e sur 27 au niveau européen, maintenant c'est 23e. Donc on a voulu explorer tout simplement les raisons de cette catastrophe, parce qu'on n'est pas censé, nous, la France, être à ce rang-là européen entre la Pologne et la Bulgarie. Donc on s'est intéressé aux raisons avancées par les pouvoirs publics notamment, et souvent ce qui était pointé, c'était la santé des femmes, c'était leur comportement, leur poids, leur âge, leur conduite à risque. Nous, cette explication-là, elle ne nous allait pas d'une certaine façon, parce que on avait déjà eu des témoignages, on nous avait déjà rapporté certains dysfonctionnements dans des établissements, et donc nous, on a voulu interroger les raisons, disons, plus systémiques, aller voir dans les établissements, aller voir dans tous les territoires, pour vraiment essayer de dessiner tout l'ensemble des raisons. Oui, effectivement, un an donc à parcourir le pays, à enquêter, à interviewer, interroger, à recueillir les témoignages. Sages-femmes, chercheurs, effectivement, famille, bien entendu, femmes. Vous avez enquêté. Comment ça a été perçu dans le milieu au départ? Est-ce que vous avez été bien reçu tout de suite? Est-ce que les gens voulaient vous parler déjà? Alors, ce qui nous a surpris dans un premier temps, c'est surtout finalement le manque d'informations autour de ce chiffre-là. C'est-à-dire que nous, on l'avait vu, comme Anthony l'a expliqué, dans un rapport de l'INSEE. Et finalement, quand on a été dans les territoires, notamment dans les territoires les plus frappés, qui sont les départements du Lot et de Seine-Saint-Denis, mais en fait, finalement, on apprenait en fait à nos interlocuteurs souvent ce chiffre. Mais pas la réalité, j'imagine. Non, en fait, ils n'étaient pas surpris de ce que vous disiez in fine. Non, ils étaient surpris de l'ampleur du phénomène, mais en fait, ils ne savaient pas finalement que leur département connaissait un taux de mortalité infantile à ce point élevé. Et donc souvent, c'est par nos questions qu'on l'a amené. Et c'est vrai que quelque part, ils n'étaient pas surpris puisqu'ils assistaient déjà impuissants à l'effondrement de notre système de santé et surtout de notre système périnatal, donc qui touche directement des jeunes femmes et des bébés. Donc c'est là où c'est vraiment ce sujet est particulièrement révoltant quelque part. Oui, révoltant bien entendu. On va le comprendre évidemment grâce à vous. Mais ce qui est fou, c'est que dans la France, qui est quand même considérée comme le pays de la santé, le pays qui en matière de santé est un exemple, du moins en service de santé,
santé. C'est plus valable aujourd'hui? On peut dire clairement qu'il y a un effondrement du système de santé? Il y a un effondrement, ou en tout cas il y a une crise selon les territoires pour différentes raisons. C'est vrai que par exemple on a exploré le Lot. Le Lot, 3 des 4 maternités ont fermé. C'est un symbole d'une certaine façon d'une désertification. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais il y a aussi d'autres systèmes, d'autres départements, avec d'autres symptômes d'une certaine façon où on voit un taux de précarité en hausse et on voit que le secteur de la prévention est en ruine. Donc en fait, on a d'un côté des déserts qui s'est créé, de l'autre la prévention qui est en déliquescence et tout ça dit quelque chose, oui, d'un système de santé qui est à la dérive. Alors tout n'est pas perdu évidemment, mais en tout cas, oui, très clairement, on assiste à un déclassement. Je vous cite à la fois Sébastien Lorquin et Anthony Cortès. Le chapitre 9 d'ailleurs s'appelle État démissionnaire. Ce système ne contente plus de soigner aujourd'hui par ses dysfonctionnements, par ses errances, par les conséquences indirectes de certains choix économiques et politiques. Il fait aussi des victimes chez ses patients. Je continue de citer, l'État condamne ses bébés. C'est là que vous faites intervenir tous les deux la notion de choix. C'est-à-dire que l'État a décidé de condamner? C'est-à-dire que l'État, finalement, n'a pas réagi quand il aurait dû. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye un certain nombre de choix politiques et économiques qui ont eu des effets pervers, notamment sur la question, par exemple, des fermetures de maternité. Oui. Ce qu'on montre dans ce livre, c'est que depuis 1975, finalement, 75% des maternités, 3/4 des maternités ont fermé en France. C'est-à-dire que finalement, ça a eu pour effet, donc là où les maternités ont fermé, de reporter les accouchements sur les structures plus importantes, au point d'ailleurs que, et c'est ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'on a un petit peu le démantèlement d'un côté des petites maternités qui engendre la surcharge des maternités plus importantes. Au point, et ça on s'y attendait pas, que les soignants qu'on a interviewés ont eu recours à un vocabulaire qu'on ne s'attendait pas à trouver. C'est-à-dire qu'ils parlent d'usine à bébé pour qualifier les structures dans lesquelles ils travaillent. Ils parlent d'accouchement à flux tendu. Tout ce vocabulaire-là, on a été vraiment surpris de l'entendre. Et ça montre aussi finalement les conséquences de ces choix politiques et économiques. C'est-à-dire qu'on a un système de santé qui fonctionne finalement en permanence à la limite de la surchauffe et en frôlant finalement la surchauffe en permanence, il y a un moment où ça bascule de l'autre côté et malheureusement sur la périnatalité, on est à ce stade-là. C'est ça, la périnatalité, vous parlez... Il y a un paradoxe très clair, une natalité qui baisse, on le voit partout. D'ailleurs, on fait des émissions tous les jours dessus en expliquant qu'effectivement on supprime des classes, on supprime des postes, etc. Donc la natalité baisse et pour autant la mortalité infantile augmente avec ce chiffre, je rappelle, qui est quand même terrifiant, 4,1%, qui n'a cessé d'évoluer à la fois au fil du temps. Si vous voulez bien, juste une question, parce qu'on a peu de temps, il y a tellement de choses à dire, mais en 50 ans, je rappelle quand même, et vous me l'avez rappelé bien également, 75% des maternités ont fermé. On remonte aux années 70, vous racontez le cauchemar des familles qui perdent leur bébé jusqu'à l'impulsion, et je me permets de le dire, du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, puisque c'est mon grand-oncle, qui publie en 72 un décret destiné à mieux encadrer les grossesses en France et les accouchements. Puis, tout d'un coup, on rebascule. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais l'idée de protéger, on s'est dit on va protéger, on va restructurer, mais finalement... pour arriver à un énorme cauchemar. Oui. Alors, dès le départ, c'était une bonne décision parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de petites maternités qui ne présentaient pas des conditions de sécurité optimales. Oui. Donc, il fallait d'une certaine façon faire le ménage, disons. Et d'ailleurs, ça a eu des résultats. C'est vrai on est passé de 18 pour 1000 en 72 à 4,8 pour 1000 en 98. C'est ça, exactement. Donc, clairement, en termes statistiques, c'était plutôt positif. Voilà, c'est efficace. Très positif. Voilà, le problème, c'est ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, on a prolongé cette politique-là avec les décrets de 1998 qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. On a mis en place le seuil des 300 accouchements, c'est-à-dire qu'en dessous de 300 accouchements, on ferme, quoi qu'il en soit. Le problème, c'est qu'on... Mais on ferme pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on décide qu'il n'y a pas suffisamment d'accouchements, donc on n'est pas assez préparé. Voilà, vous racontez dans le livre, c'est ça. Voilà. En fait, on ne peut pas parce qu'il faut à la fois avoir 4 critères, obstétricien, c'est ça, pédiatre, sage-femme et un anesthésiste. Voilà. Et donc, il faut faire un maximum d'accouchements pour être soi-disant préparé le plus possible. C'est ça. Il y a une notion de rentabilité là-dedans. Évidemment, mais c'est vrai que... Et surtout, nous, ce qu'on pose comme question, c'est pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas réfléchi au maillage territorial. Parce que c'est vrai que dans les années 70, qu'on ferme... Bon, il y avait tellement de maternités, il y en avait plus de 1000, que d'une certaine façon, il y avait toujours une maternité à proximité. Là, dans la fin des années 90, le tableau, il est complètement différent et on va totalement assécher des territoires. Et d'ailleurs, la preuve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 900 000 femmes en âge de procréer sont à plus de 30 minutes. Et depuis le début des années 2000, donc à peu près au moment de ces décrets-là, le taux
taux de femmes habitant à plus de 45 minutes a explosé, plus de 40%. Donc on a créé des déserts et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas encore repris, changé de politique parce que ces décrets de 1998 ils sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Oui, donc du coup le temps de trajet, parce qu'on a l'impression que c'est une question complètement anodine, mais ça ne l'est pas compte tenu effectivement du nombre de fermetures de maternités ou en tout cas de lieux de naissance, si je puis dire, puisque ça porte d'autres noms. C'est un facteur aggravant finalement ce temps de trajet. Oui, et surtout ce qu'on constate, c'est que ce seuil de 300 accouchements, finalement, il a engendré des fermetures en cascade de maternité, mais sans se poser la question du maillage territorial. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'exemple du Lot. Aujourd'hui, dans le Lot, il n'y a plus qu'une maternité. Et il y a 10 départements qui sont dans ce cas-là. Et ça pose quand même question, parce que parfois, les maternités restantes ne sont pas au centre du département. Donc, c'est-à-dire que des femmes futures mamans sont parfois à 1h, 1h20, 2h d'une maternité. Donc, ça pose de vraies questions. Et surtout qu'on voit déjà dans le livre, comme on le décrit, les effets que ça peut engendrer avec des femmes qui arrivent parfois à la maternité au dernier moment et qui sont prises en charge en urgence. Et là, nous, ce qui nous interpelle tout particulièrement, c'est finalement le raisonnement de l'Académie de médecine qui propose de passer ce seuil de 300 à 1000. Donc ça voudrait dire accroître encore ce schéma-là, continuer dans cette logique de disparition des maternités. Et donc finalement, nous, le propos de notre livre, c'est un petit peu d'appeler à une réflexion globale. Analysons d'abord ce maillage territorial et sortons de cette logique des seuils. Est-ce qu'il n'est pas le temps, justement, quand on voit que la mortalité infantile réaugmente, d'inverser finalement le raisonnement, d'arrêter de parler de seuils décidés depuis Paris pour entrer dans la réalité complexe de chaque territoire? Oui, parce qu'effectivement, je crois que c'est la Haute Autorité de Santé, c'est ça qui avait prévu ce seuil de 300, effectivement, naissances. Ce que je comprends pas, il paraît paradoxal, c'est que ces fermetures de structures ont été faites pour des raisons de sécurité, si je comprends bien. Or, on a aggravé, on a favorisé les situations à risque pour ces femmes qui mettent plus d'une heure, pas souvent, ou 1h15, et dont on sait que finalement, le bébé peut manquer d'oxygène, et des choses très graves à la fois pour la femme et pour l'enfant. Oui. C'est ça, en fait on a voulu avancer vers le modèle suédois aussi. En fait on montre souvent ce modèle-là avec moins de maternité. Voilà, alors malheureusement le one-to-one, on n'y est pas encore, mais le modèle suédois dans le sens où moins de maternité, plus d'accouchements. Le problème c'est que comme vous le dites, en Suède il y a le one-to-one, donc une sage-femme par femme enceinte. Aujourd'hui en France on n'a pas du tout ça. Donc en fait on a fermé des petites maternités, on a laissé les grandes absorber ce flux-là sans forcément répondre en termes de ressources humaines. Aujourd'hui malheureusement on n'a pas assez de sages-femmes pour les femmes, et ce qui amène malheureusement aussi bien des accidents. Donc en fait, on a voulu aller vers ce modèle-là sans s'en donner les moyens. Donc parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc on a des petites maternités qui sont de plus en plus éloignées des femmes, donc on a des risques liés à la distance, et en face, on a des maternités de taille plus importante qui sont surchargées, puisque ces fameux décrets de 1998, ce sont eux qui encadrent les ressources dans les maternités. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a parfois des sages-femmes qui vont s'occuper de 4, 5, 6, 7 mamans en même temps. Or, il y en a une qui nous le dit dans le livre, une sage-femme, à un moment donné, je dois bien me concentrer sur la maman que je fais pousser. Donc, sous-entendu, à ce moment-là, pendant ce court laps de temps, personne d'autre ne surveille réellement ce qui se passe dans les autres salles. Donc, à ce moment-là, il faut croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas une dégradation soudaine du rythme cardiaque d'un autre bébé dans une autre salle. C'est ce qui se passe d'ailleurs, parce qu'il y a tout un chapitre sur le témoignage, effectivement, de toutes ces femmes qui vous ont parlé et qui ont hurlé de désespoir face au drame qu'elles ont aussi vécu en tant que sage-femme ou en tant que future maman, effectivement, avec des situations dramatiques suite à ces problématiques. Vous parlez donc effectivement de ces usines à bébés, c'est le terme qui est employé, ces énormes CHU, dont évidemment qu'on leur remercie pour tout ce qu'ils font aussi par ailleurs, mais évidemment qui sont complètement dépassés. On appelle ça des maternités de type 2 ou 3, c'est ça, et qui sont complètement à flux tendu 2 ou 3 parce que, à cause de la taille uniquement, c'est quoi C'est ça, en fait, les maternités sont catégorisées niveau 1, 2 ou 3, c'est-à-dire que plus une grossesse va être à risque, plus le suivi, plus la patiente va être orientée vers une maternité de niveau 3, puisqu'elles sont censées elles sont plus dotées en termes d'équipe et en termes de services de néonatologie, etc. Et donc, normalement, les grossesses à risque sont orientées vers ces structures-là. Ce qu'on voit, c'est que ces structures-là sont aussi les plus importantes, et c'est là où finalement
le flux de naissance est aujourd'hui en train de se concentrer. Et ce qu'on voit, c'est que ça a aussi des effets pervers avec un suivi qui est parfois défaillant et puis une organisation qui est très standardisée, des accouchements qui se font à la chaîne. C'est aussi une expression qu'on a entendue. Et ça aussi, ça ne répond ni à la volonté finalement des femmes qui s'engagent comme sages-femmes, puisque elles nous l'ont expliqué, ce sont des métiers qui sont dans lesquels une large palette de compétences peuvent s'exercer. Or, dans ce système-là, elles ont tendance à être standardisées. Et en plus de ça, ça ne répond pas aux aspirations des mamans qui souvent veulent plutôt de la proximité, un suivi personnalisé. On va de plus en plus vers des modes d'accouchement aussi. Enfin, en tout cas, les femmes attendent de leur accouchement un certain nombre de choses que ces structures-là ne sont pas toujours en capacité de proposer. Cela paraît bête à dire, mais quand même que ce soit un joli moment et puis avec le moins de stress possible, sachant que l'arrivée d'un enfant, c'est toujours, bien évidemment, pas un stress, mais en tout cas un changement de vie, forcément quelque chose de très fort en émotion. Donc ça fait beaucoup d'angoisse et donc on sait qu'il y a aussi un risque pour ces femmes de partir en burn-out ou en tout cas d'être dans un stress après post-natal qui peut être très fort. Bien sûr, et c'est vrai que la santé mentale des mères aujourd'hui est un impensé, mais en améliorant les conditions d'accouchement, on va aussi améliorer les premiers mois de la maternité aussi. Et aujourd'hui, par exemple, c'est une donnée dont on parle assez peu, mais qui est assez affolante. La première cause de mort maternelle en France, c'est le suicide. Donc ça montre bien que si on vit mal l'accouchement, si ensuite on est mal accompagné, si on est mal dirigé, forcément, il y a un mal-être qui se crée et donc malheureusement parfois le pire aussi. Et oui, parfois le pire. Alors c'est vrai que quand un accouchement se passe bien, on est toujours très heureux et évidemment on remercie le système de santé français quoi qu'il arrive. Oui, il faut quand même dire que ça se passe bien dans la grande majorité des cas. Notre livre, on a voulu tirer la sonnette d'alarme, vraiment, parce qu'on est alarmiste, on veut alerter sur la gravité de la situation. Par contre, on n'est pas non plus pessimiste. Ce livre, il propose des solutions. De concert, si je peux dire, avec aussi les médecins et sages-femmes. C'est de dire à un moment, on a tous envie que ça se passe bien et c'est un cri d'alerte pour protéger. Voilà. Mais vous parlez quand même de scandale. Et c'est vrai que le scandale se joue aussi, on l'a dit, à la fois sur la notion de budget, de moyens finalement, la notion aussi de vouloir protéger, sécuriser et au détriment finalement de favoriser les situations à risque avec cette notion de trajet. Et puis on parle, et je le disais, quand ça se passe bien, une grossesse, un accouchement, tant mieux, mais il y a aussi les enfants qui sont prématurés. Et ça, c'est un autre chapitre que vous consacrez aussi dans ce livre. Le professeur Jean-Christophe Rosé, qui est président du CHU de Nantes et également directeur du service de néonatologie, explique les raisons du retard pris par la France, justement, en matière de prématurité. Il dit, et là, la phrase est quand même folle, à l'époque, il fallait mieux un bébé mort qu'un enfant handicapé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? En fait, ce qu'il explique, c'est que en France, on a pris du retard. En fait, on n'a pas un taux de prématurité plus important que nos voisins européens. Par contre, on est moins bon pour assurer la survie de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois plus de mortalité et en plus, on a davantage de survie avec handicap. C'est-à-dire qu'on est perdant sur tous les fronts. Et en fait, ça s'explique là aussi par un certain nombre de choix budgétaires, un manque d'investissement, puisqu'on a aujourd'hui des structures qui connaissent des taux d'occupation parfois de 95 à 98%. C'est-à-dire qu'il le dit très concrètement, Jean-Christophe Rosé, il arrive qu'en fait, un bébé soit placé dans une couveuse, dans un couloir, en attendant qu'une place se libère. Et alors, c'est un tri qui est fait, c'est véritablement comme ça que ça se passe, et le bébé le mieux portant est héliporté vers une autre structure, un autre CHU, où une place va se libérer pour qu'on puisse s'occuper du dernier arrivé. On en est là aujourd'hui. Mais il explique, alors je ne sais plus quelle époque, mais il y a quand même quelques années, à quel point en fait on ne savait pas du tout traiter justement le handicap possible, en fait la situation de prématurité, et donc en fait, valait mieux, et c'est comme ça que je le retranscris, je n'ai plus la phrase exacte, mais c'est ça, mais valait mieux finalement un bébé mort qu'un enfant handicapé. C'est vrai que c'était pas dans la culture d'une certaine façon de venir en aide à cet enfant-là qui était très grand prématuré. Très grand prématuré. Parce qu'il c'est quoi, c'est plus de 5 mois et demi à peu près? C'est autour de 5 mois et demi, c'est ça. Mais alors heureusement, cette culture-là a changé, c'est ce qu'il nous explique, c'est qu'à l'époque, c'était très ancré, et maintenant, on prend beaucoup plus en charge ces prématurés-là, mais par contre, ce qu'il explique aussi, c'est qu'on n'a pas les moyens non plus totalement de les prendre en charge. Donc maintenant, on fait le choix d'aller vers eux, mais on n'est pas forcément beaucoup plus à la hauteur. Oui, c'est ça. En fait, il y a une grande étude épidémiologique qui a été menée et qui montre en fait que la France a pris un retard parce qu'on avait cette espèce de raisonnement chez certains médecins de se dire là, le bébé est trop prématuré. Si on s'acharne
puisque c'est les termes qui sont employés, à essayer de le soigner, en fait, on va multiplier les chances de survie avec handicap lourd. Ce dont on s'est rendu compte avec cette vaste étude, c'est qu'en fait, on avait tout faux, puisqu'on avait davantage de mortalité et plus de survie avec handicap, puisque certains bébés qui auraient dû bénéficier de soins très poussés, en fait, n'en bénéficiaient pas. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et là, on revient sur la question de l'organisation des soins, c'est qu'en fait, on voit augmenter le nombre de soins prescrits, mais non réalisés. Ça paraît fou. C'est-à-dire qu'il y a parfois des prématurés qui doivent bénéficier d'un certain nombre de soins, mais faute de ressources, notamment infirmières, eh bien en fait, ces soins ne sont pas prodigués. C'est-à-dire que le pédiatre diagnostique une situation, il prescrit un certain nombre de soins, mais en fait, on a aussi un manque criant d'infirmiers spécialisés, puisqu'il faut savoir que dans les services de néonatologie, pour qu'un infirmier puisse être pleinement opérationnel, il faut 2 ans minimum d'exercice pour être en capacité de prodiguer ces soins. On imagine bien une question de formation alors. Une question de formation, une question de ressources aussi, et une question de choix, encore une fois, politique et économique, puisque ça paraît lunaire, mais depuis 2009, les soins pédiatriques ont été supprimés du parcours infirmier, du parcours de formation infirmier. Pourquoi ? Pour concentrer la formation sur d'autres secteurs, notamment le grand âge. Notamment le grand âge. Ça veut dire qu'on va privilégier les vieux qu'on adore, certes, les personnes âgées, mais au détriment des plus jeunes. Ouais. C'est symbolique, je pense, d'une société qui est davantage tournée vers les plus âgés. 18 millions de Français ont plus de 60 ans aujourd'hui. Toutes les politiques publiques sont concentrées autour du grand âge. On le voit en ce moment avec tous les débats possibles sur le soin palliatif, sur l'aide à mourir, sur la réforme des retraites, etc. Le Covid aussi. Voilà, évidemment. Il le faut, mais le problème, c'est que, et on l'a vu d'autant plus en travaillant sur ce livre-là, le début de la vie, est complètement laissé à l'abandon, on s'en préoccupe pas. Alors pourquoi ? Alors est-ce que c'est parce que les principaux concernés n'ont pas encore appris à parler ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a ce déséquilibre-là dans notre pays qu'on ne retrouve pas du tout dans les pays scandinaves. Même dans les droits de l'enfant de manière générale. Et qui veut dire beaucoup d'une société tout de même, parce que oublier de penser et laisser se dégrader comme ça les premiers instants de la vie, quand on sait en plus que ça touche vraiment directement 2 générations, c'est quand même, ça montre aussi quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas là un devoir à la fois politique et moral, finalement, de prendre cette question de la mortalité infantile à bras le corps, parce que là, on parle vraiment du futur de notre nation. Bien sûr. Et puis aussi des femmes, parce que effectivement, on parle des bébés, bien entendu, mais aussi de la place des femmes. Je me demande si c'est pas un peu culturel, pardon de le dire, mais quand même, c'est ce qu'il ressort de ce livre et de ce que je ressens aussi en vous écoutant, cette idée que le corps de la femme, finalement, et on va y venir aussi pour les violences obstétricales qui sont de plus en plus dénoncées et dont vous parlez aussi, finalement, n'est pas laissé un peu en se disant bon. Oui, grave, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, qui est à l'œuvre, qui mène les politiques, qui mène les grandes réflexions, c'est souvent des hommes. Ça nous a beaucoup marqué. C'est à chaque fois qu'on voulait rencontrer un professeur, qu'on voulait rencontrer un ponte, quelqu'un qui pouvait nous amener une expertise, c'était à chaque fois un homme et qui nous en parlait avec des thèmes, des mots, avec abstraits d'une certaine façon. Ils l'ont pas vécu dans leur chair, l'accouchement. Ils n'ont pas vécu cette sages-femmes. Le terme est clair. Voilà, c'est ça. Et par contre, quand on s'adressait aux sages-femmes, le ton était totalement différent. Il y avait d'abord il y avait une urgence de parler de ces sujets-là, et il y avait un soulagement d'une certaine façon que ce sujet soit pris à bras le corps, et une compréhension aussi qu'on s'intéresse à ce sujet, alors que quand on se tournait vers des hommes, c'était souvent oui mais bon, c'est une augmentation mais elle est très légère et puis ça pourrait être pire. Il y a une anecdote particulièrement marquante qui montre bien finalement le manque de considération de la classe politique actuelle pour ce sujet-là. C'est que dans le gouvernement Bayrou, pour la première fois, il n'y a pas de secrétariat d'État à l'enfance. Ça veut dire aussi quelque chose, et on retrouve finalement le manque de considération à la fois pour les femmes et pour les enfants. Bien sûr. Sujet aussi qui est assez marquant, c'est la césarienne. Vous savez, quand on accouche, on peut accoucher par voie basse. On dit que c'est par voie basse ou par césarienne, qui est une opération du ventre. Donc, depuis 2012, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, une nouvelle fois, a demandé à ce que la France soit en dessous des 15%. Ça veut dire 15% donc, de césarienne par rapport à un accouchement dit par voie basse. C'est comme ça qu'on le dit, je l'imagine. Parce que, sachant qu'elle est... sachant qu'elle est vraiment très souvent la meilleure solution pour sauver un enfant, donc en cas de complexité, pourquoi avoir restreint cette pratique ? Alors en fait, dans les travaux préparatoires de ces recommandations de 2012, dans lesquels on s'est plongé avec Anthony, on voit apparaître finalement une volonté d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. Donc à la base, ça part plutôt d'un raisonnement intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait des fortes disparités avec certaines cliniques, certains hôpitaux qui pratiquaient davantage de césariennes que d'autres. Ouais. Voilà. Et les recommandations de l'OMS sont de tourner autour de 15% de césariennes sur la totalité des accouchements. Donc ces recommandations de 2012, elles fixent en fait 4 cas de figure très concrets dans lesquels les gynécologues obstétriciens sont
inciter à tenter l'accouchement par voie basse, là où avant, ils avaient tendance à proposer une césarienne programmée. C'est le cas de la macrosomie, c'est les gros bébés, les grossesses gémellaires, donc les bébés jumeaux. J'ai oublié 2 cas. Je peux les retrouver si vous voulez. Les grossesses gémellaires, les macrosomies, l'utérus cicatriciel. Oui. Bon, après, il y en a une quatrième, on va le retrouver après. Mais c'est une façon de dire que, effectivement, dans ces 4 cas, dans ces 4 cas de figure-là, finalement, les gynécologues obstétriciens sont incités à tenter l'accouchement par voie basse. Et ce qu'on a remarqué, nous, c'est que, en fait, ça a eu pour effet d'augmenter le nombre de césariennes en urgence. Et une césarienne en urgence, il faut savoir qu'elle est pratiquée, donc, une fois que l'accouchement par voie basse a échoué, que finalement, le bébé est coincé ou qu'il faut le sortir parce que son rythme cardiaque se détériore. Et donc, ces césariennes en urgence sont 6 à 7 fois plus morbimortelles que les césariennes programmées. Et donc, en fait, nous, ce qui nous a vraiment particulièrement interpellés avec ces recommandations de la HAS, c'est qu'en fait, elles ont été décrétées en 2012. Aujourd'hui, on est en 2025 et en fait, elles n'ont pas été évaluées. Il n'y a pas eu de suivi dans le temps et il n'y a pas eu d'évaluation qui a été faite pour véritablement étudier l'impact qu'ont eu ces recommandations. J'ai retrouvé le 4e, c'est les sièges. Merci. Voilà. Je vous en prie, c'est dans votre livre, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais en revanche, évidemment, comme toujours, bizarrement, il y a cette notion de moyens, d'argent, de budget. Où est-ce que va l'argent? À quel moment on profite? À qui profite le crime, je dirais? Et puis surtout, pourquoi tout d'un coup restreindre effectivement les sous? Et en l'occurrence, il y a un remboursement des frais par rapport aux césariennes. Est-ce que c'est cela qui a joué? Oui, je pense. Et c'est vrai que c'est à chaque fois le dénominateur commun de tous les dysfonctionnements. C'est à chaque fois une volonté absolue de faire des économies. On le voit sur les césariennes, on le voit sur les fermetures de maternité, etc., etc. C'est vrai que depuis le début des années 2000, il y a cette volonté-là de faire absolument des économies sur tout. Et sur les césariennes, on le trouve particulièrement, on le disait, dans les travaux préparatoires. Et on le voyait même un petit peu avant. C'est-à-dire que Roselyne Bachelot, comme Xavier Bertrand, avait pris la parole d'abord pour responsabiliser les établissements. Et puis ensuite, on est passé par des consignes pour vraiment serrer la vis. Alors, certes, il y a effectivement un risque. C'est une opération, donc c'est différent. Mais le risque aussi, si on ne pratique pas de césarienne, c'est un risque aussi d'utiliser les forceps, les spatules, les ventouses, qui sont aussi dangereuses pour la compression du cerveau de l'enfant. C'est ça. Et c'est vrai qu'en France, on a un taux d'extraction par le forceps assez impressionnant, alors qu'en Italie, par exemple, c'est réduit énormément, se rapproche de 0. Et là, pour le coup, on voit que l'Italie s'en sort beaucoup mieux que nous. Alors, évidemment, c'est pas la raison qui explique l'écart entre nous et l'Italie, mais quand même, ça explique quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a un gynécologue obstétricien qui nous dit lui-même, le forceps, ces outils-là ont leur place dans les musées de la médecine, mais pas aujourd'hui. On est en 2025, ça ne devrait pas justement être utilisé, ou en tout cas pas autant. Bon, alors la conclusion, c'est dessiner des lendemains, vous le dites vous-même. Peut-être une préconisation forte que vous pouvez annoncer ou dénoncer aujourd'hui pour clore ce débat? Nous, c'est vrai que notre première revendication, c'est la mise en place de registres de naissance, parce que en Italie, dans les pays scandinaves, c'est mis en place. Alors, qu'est-ce que c'est un registre de naissance? C'est un ensemble statistique, des statistiques et des données médicales, épidémiologiques, démographiques, sociologiques, etc., pour justement dresser un état des lieux de la périnatalité et savoir pourquoi aujourd'hui on peut perdre la vie dans une maternité. En France, on n'en est pas doté. Dans d'autres pays, si. Alors que c'est l'outil justement qui permet d'ajuster et de planifier des politiques publiques à la hauteur, en temps réel. Alors, il y a une bonne nouvelle, d'une certaine façon, c'est que la ministre de la Santé a annoncé vouloir le mettre en place, très récemment. On attend que le calendrier soit annoncé, mais en tout cas, on avance dans ce sens. C'est vraiment la première des priorités, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est aveugle quelque part. C'est-à-dire que la situation se dégrade, on a un taux de mortalité infantile qui croît, mais ça paraît fou, on a uniquement des hypothèses pour l'expliquer. On n'a pas de vérité statistique, épidémiologique claire et établie qui permet de comprendre le phénomène et la gravité de chacun des facteurs qui jouent sur ce phénomène. Donc ce registre de naissance permettrait de le comprendre et de mettre en place, comme le disait Anthony, des politiques publiques adaptées et de les suivre dans le temps surtout. Pour comprendre encore davantage ce scandale des accouchements en France, lisez 4,1, le livre d'Anthony Cortès et Sébastien Lurquin, paru aux éditions Bûcher-Chastel. Je vais bien le dire. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du Grand JT pour nous parler de cela et pour pousser un cri d'alerte, voire de colère. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause dans le Grand JT, on se retrouve.
Et je suis ravie d'accueillir Clément Roussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Images de Blanche. Vous êtes le papa de Blanche. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de votre fille? Oui, alors en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui a 11 ans et aujourd'hui qui est atteinte d'une mutation génétique qui est très rare. On a décelé aujourd'hui à peu près 150 cas dans le monde. Aujourd'hui, pour essayer de faire simple, on va dire qu'à l'âge de 11 ans, c'est une petite fille qui a le développement cérébral d'un enfant d'à peu près 1 an et demi. Elle ne parle pas, voilà, elle n'est pas verbale, elle est propre depuis très peu de temps, elle a voilà, beaucoup de difficultés, en tout cas dans ses acquisitions motrices, on va dire, et un très gros développement neurologique, un très gros retard en tout cas. Un très gros retard, oui, j'imagine que vous avez subi de plein fouet et pour autant que Blanche fait partie de votre quotidien. Comment ça se passe, l'organisation de votre vie depuis ? Ça a demandé en fait à revoir notre vie de fond en comble, déjà professionnellement parlant. Moi, je travaillais à l'époque sur Paris. Il a fallu avec ma femme qu'on trouve un équilibre. Donc, voilà, on a dû déménager pour se rapprocher des lieux où elle était le plus suivie médicalement parlant, on va dire. Et puis après, il a fallu qu'on trouve des activités professionnelles, chacun respectivement en fonction aussi de nos compétences, pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible. Puisqu'en plus de sa pathologie, elle est épileptique, sa maladie lui amène pas mal de petites choses en plus, dont l'épilepsie. Et il faut savoir que quelqu'un d'épileptique doit avoir une vie qui soit très rythmée, très normée. Donc voilà, ça nous a demandé un temps d'adaptation, en tout cas pour essayer à trouver et concilier l'utile à l'agréable. Chose qui est faite aujourd'hui, voilà, on travaille, ma femme et moi, chacun à temps partiel, puisque ma fille est dans un institut médicalisé la journée, mais ça ferme assez tôt tous les jours, c'est fermé 2 après-midi par semaine, donc voilà, c'est très compliqué de continuer à travailler à temps plein en ayant un enfant qui soit touché par un handicap avec un taux d'incapacité à plus de 80%, mais toujours est-il qu'on arrive, mine de rien, tout le monde y trouvait son intérêt, on va dire. Oui, bien sûr, je l'imagine. Et vous avez voulu donc créer cette association, Les Images de Blanche, qui allie à la fois effectivement l'art et le handicap. Une passion pour la photo, peut-être que vous avez depuis longtemps créé des images en fait. Oui, en effet, oui. Alors c'est une passion que j'ai depuis longtemps pour la simple et bonne raison que, en fait, j'ai été diplômé d'une école photo et que je suis dans la photographie depuis une vingtaine d'années. Sur Paris, j'étais photographe de mode et publicitaire. J'ai été à mon compte avant, pendant pas mal d'années également. Depuis, bon voilà, on a revu notre façon de faire. Aujourd'hui, je fais tout à fait autre chose, mais je continue la photographie en tant que photographe-auteur. Et ma fille n'est pas verbale, par contre, elle communique grâce à l'aide de son orthophoniste. On a aujourd'hui ce qu'on appelle un pod, en fait, c'est un petit classeur d'iconographie, et elle fonctionne et elle communique grâce à l'image. Et on s'est dit, à un moment donné, ça serait bien de mêler l'utile à l'agréable, et avec l'aide de ma famille, qui participe aussi à l'association. Voilà, on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose pour essayer de parfaire peut-être les manquements qu'il peut y avoir dans les instituts où elle peut être par exemple aujourd'hui prise en charge, mais surtout pour l'avenir et essayer de mettre en place quelque chose qui puisse un peu fédérer, redynamiser la photographie aussi sur notre secteur. Nous on est basé sur Amiens, voilà, et on trouvait qu'il y avait quelque chose, une synergie, et il y avait une idée voilà, par rapport à ça, et voilà aujourd'hui où on en est, on a créé cette association. Et oui, formidable association. 3e édition du Festival de la photo des Hauts-de-France, les 14 et 15 juin 2025, il me semble. C'est bien ça les dates, Clément ? Voilà, au Cloître des Vailly à Amiens. On va y retrouver donc, j'imagine, plein de photos de vos collègues, hein, si je puis dire, de personnes qui sont passionnées comme vous de photographie, pour à la fois aussi sensibiliser peut-être à un autre regard, notamment par rapport à l'inclusion, mais aussi par rapport à un regard différent, celui peut-être vu par le prisme justement des yeux de l'enfant. Exactement. C'est tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est surtout qu'on crée cet événement. On a, pour faire simple, on a 36 photographes qui vont exposer. On va avoir des photographes amateurs, on a des professionnels. Et il faut savoir que dans ces 36 photographes en tout, on va avoir 8 personnes en tout qui sont en situation de handicap et qui exposent. Personne ne leur donne véritablement beaucoup de chance pour essayer de faire des choses comme tout à chacun, alors que finalement, c'est tout ce qu'ils demandent. Et donc aujourd'hui, voilà, on leur donne cette chance. Ils vont pouvoir exposer à côté de photographes amateurs pour lesquels c'est leur première exposition, parce qu'il y a aussi des photographes à qui on leur permet de mettre un petit peu le pied à l'étrier, et ça, on en est très fiers. Et
au-delà de ça, ils peuvent aussi exposer à côté de photographes qui sont, pour certains d'ailleurs, avec une réputation internationale. Donc voilà, et tout le monde est ensemble. L'idée, c'est vraiment de faire une synergie qui a un éclectisme le plus large possible. On veut que ça puisse être ouvert à tous. Que les gens puissent venir en famille, même les enfants. On va y voir de la photo animalière, comme de la photo astrale, de la photo culinaire, de la photo de portrait. Il va vraiment y avoir, tous les thèmes sont abordés, tout le monde peut y trouver son compte. Et l'idée, c'est de ne pas se renfermer dans un carcan artistique avec quelque chose de très ésotérique. On veut justement ouvrir un peu la chose et que l'art et la photographie, là, surtout en question, puissent venir auprès de tout le monde. Oui, puis mettre davantage en lumière effectivement la photographie. Vous dites que dans votre région, peut-être qu'il y a un peu moins de photographes ou peut-être un peu moins de salons qui sont partis sur la photo. Une envie aussi de développer ça davantage pour vous? Oui, c'est quelque chose qui me tient, moi, de manière très objective, très à cœur. Enfin, c'est vrai que pour le coup, on est sur un secteur où la photographie était quand même très présente avant. On avait un bassin qui était assez fourni. Et bon, voilà, c'est pas que c'est tombé en désuétude, mais bon, voilà, l'avènement du numérique aussi ou autre, etc., a fait qu'il y a dans certains secteurs, il y a des choses qui se sont un petit peu étouffées. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas si étouffé que ça, parce qu'en fait, il y a une vraie attente, il y a une vraie demande. Nous, aujourd'hui, mine de rien, on expose 36 photographes, mais lorsque l'on a fait notre appel à candidature, on a quand même eu plus de 300 personnes qui ont candidaté. Donc rien que sur notre secteur, donc ce qui est quand même assez, ce qui est assez révélateur, mine de rien. Et donc en fait, voilà, on se rend compte qu'il y a une vraie émulation, il y a une vraie demande, il y a une vraie attente aussi au niveau des gens. Et voilà, je pense qu'avec le temps, le festival, c'est notre 3e édition cette année, et je pense que ça ne peut que augmenter en puissance parce que il y a du monde que ça intéresse derrière. Et voilà, et puis plein de choses qui étaient tombées, un peu comme la photo argentique ou autre, etc., qu'on pourrait éventuellement penser tomber en désuétude est totalement faux, parce que c'est des choses qui reviennent vraiment au goût du jour, et on le voit, il y a des demandes de formation, des choses comme ça. On va animer aussi des petits ateliers photo pendant le festival, parce que les gens sont vraiment en attente en fin de compte. Oui, en attente, et puis on les voit souvent avec ces Polaroids aussi qui sont revenus sur le devant de la scène, qui ont été entièrement rénovés et retapés avec une image différente, enfin une façon de revoir la photo autrement. Quel âge a le plus jeune exposant de ce festival, cette édition ? Alors, notre plus jeune exposant, il s'agit donc de Charlie. C'est sa 2e. En fait, il a déjà participé l'année dernière. Ça avait été un petit peu notre mascotte. Et cette année, voilà, grâce à pas mal de conseils qu'il a pu avoir, etc., il a encore pu parfaire un peu son approche et sa technique, surtout. Et donc, il revient pour notre plus grand bonheur cette année. Donc, il a 15 ans, à vrai dire. Donc, voilà, c'est notre plus jeune participant. Et tous les fonds qui vont être recueillis lors de cette édition vont servir à quoi? Cette édition, et d'ailleurs, et pour l'association de manière générale? Oui, c'est vrai. Alors en fait, nous, il faut bien comprendre qu'on est une association qui est d'intérêt général, ce qui juridiquement veut dire qu'on est là pour en faire bénéficier le plus grand nombre et pas du tout ma fille, en fin de compte. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est vraiment de réussir à mettre quelque chose en place pour aider le plus grand nombre de personnes qui sont touchées par le handicap. Il faut savoir qu'au festival, vraiment la chose sur laquelle on met un point vraiment d'exact, parce que c'est vraiment le gros événement que l'on organise, c'est la vente aux enchères, dirigée par Maître Delobo, en fait, qui est notre commissaire-priseur. Voilà, donc on a une vente aux enchères où en fait chaque photographe qui vient exposer nous donne des œuvres. On a également d'autres personnes qui, même sans exposer, nous donnent des œuvres parce qu'ils veulent participer à cet événement caritatif. Et donc on va avoir un catalogue de vente à peu près de 80 œuvres en tout en vente. Les gens peuvent venir sur place, mais peuvent aussi le suivre en ligne grâce à Interenchères ou même Drouot, pour ceux qui connaissent en tout cas au niveau des ventes d'art. Donc voilà, donc ça nous permet en tout cas grâce à ça de pouvoir donner notamment de la cotation auprès des photographes qui viennent exposer, mais au-delà de ça, on récupère des fonds, et tous les fonds qui sont recueillis au sein de l'association derrière nous servent en tout cas à pouvoir financer toutes les actions caritatives que l'on souhaite faire. Et donc pour faire simple, là pour donner des exemples, depuis maintenant, donc là avec les 2 dernières éditions, on a pu financer par exemple un chien d'assistance, l'acquisition d'un chien d'assistance pour Andy Chien, pour qu'il puisse le remettre auprès d'un bénéficiaire futur. Il faut savoir que moi, ma fille bénéficie aussi d'un Andy Chien, un chien d'assistance. On a pu financer un lit adapté pour Thomas, un petit garçon qui est en situation de handicap, pour ses parents. On a pu financer aussi pour une petite fille une tablette numérique avec un logiciel adapté pour l'aider à communiquer.
On a pu financer une dizaine de séances de ce qu'on appelle du Snozelen, en fait. C'est des manières en fait, d'approche un peu pour apaiser les gens qui sont surtout touchés par l'autisme lourd ou des choses comme ça. On a pu financer pour une dizaine de familles avec les transports, etc., dans un centre vraiment dédié, adapté. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut financer grâce à ça. Clément Roussel, merci beaucoup d'avoir participé au Grand JT pour nous parler des images de Blanche, association que vous dirigez, et puis de cette édition qui aura lieu dans les Hauts-de-France les 14 et 15 juin à Amiens précisément, au cloître, je le dis bien si je dis Devailly ou pas? On disait comme ça, on dit Dewailly chez nous. Pardon, Dewailly, excusez-moi, voilà. Le cloître Dewailly. Merci mille fois d'avoir participé au Grand JT et on salue bien entendu Blanche. Bonne soirée à vous. On va tous se retrouver, Emma, pour sa chronique. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors dans votre chronique, Emma, vous nous parlez aujourd'hui d'une tendance sur les réseaux qui fait directement écho à l'actualité géopolitique. C'est celle de l'indicateur de récession. Et oui, tout à fait, le Recession Indicator dans la langue de Shakespeare, mais plutôt dans celle de Donald Trump, parce que malheureusement, cette trend, elle nous vient tout droit des États-Unis. Vous allez le comprendre, c'est directement lié à l'élection du président républicain. Alors on va commencer par un petit questionnaire d'abord, Virginie. Est-ce que vous portez des jupes courtes? Oui. Bien. Et est-ce que vos racines sont faites? Ça implique donc que j'ai les cheveux blancs. Non, un balayage. Oui, ça, c'est tout le monde. Oui, tout à fait. Bon, alors, vous n'êtes pas concerné par l'indicateur de récession. Et tant mieux, parce que je vous le disais, cette tendance, elle frappe directement les États-Unis en priorité. Ce sont les premiers concernés par la guerre économique de Donald Trump. Parce que l'effondrement des marchés boursiers, il tend un peu plus encore le porte-monnaie des Américains. Et particulièrement des jeunes. On le rappelle, la semaine dernière, par exemple, le président américain a décidé de procéder à des retenues de salaire sur les comptes en banque des étudiants endettés. Encore un exemple de ce qu'il fait pour la jeunesse. Et toute cette guerre des taxes et des taux, elle donne même des tendances mode et beauté. C'est directement issu des indicateurs économiques, je vous le disais. Donc j'ai compris qu'il était une question de couleur de cheveux, c'est ça, de coloration et de longueur de jupe? Et oui, c'est ça. On est à fond dans les racines. La longueur de la jupe, c'est les premières tendances. Parce que c'est un petit point capillaire par lequel il faut commencer. La grande tendance 2025, je suis ravie de vous la présenter, c'est le blond récession. C'est une trend qui se caractérise par le fait de laisser ses repousses apparentes parce qu'on n'a plus une thune pour aller régulièrement chez le coiffeur et refaire correctement son balayage ou ses racines. Donc le récession blond, c'est un hashtag qui fait son chemin sur TikTok. Un petit florilège. So how's the economy? Alors, comment va l'économie? Eh bien, apparemment, ça ne va pas très fort, selon mon indicateur. Écoutez, je teins mes cheveux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel depuis la fac. Donc le fait qu'il ne soit que blond aujourd'hui, c'est clairement un indicateur de récession. Voilà, ce dernier exemple, quand quelqu'un me dit qu'il aime ma couleur naturelle, je fais comme si j'étais flattée, alors qu'en réalité, c'est juste que je ne peux plus m'offrir l'entretien de mon blond et que je suis obligée de revenir dans ma période brunette. C'est ce que disent les Américaines. Donc, comment se porte l'économie? Il n'y a qu'à regarder mes racines. Ça pourrait presque fonctionner sur moi aussi. Là, en ce moment, j'avoue, les racines apparentes, c'est un signe d'un certain temps sans aller chez le coiffeur. Et ça fonctionne aussi pour le récession brunette. Mais là, vous n'êtes pas concernée, Virginie, les vôtres sont parfaites. Mais en revanche, la longueur de la jupe, est-ce que je suis concernée? Là, vous êtes en pantalon aujourd'hui, spoiler, donc je ne peux pas vous le dire, mais c'est une théorie qui s'appelle l'Hemline Index, ou index de l'ourlet en français. Et c'est la thèse qui dit que la longueur des jupes varie suivant l'économie. Donc les femmes raccourcissent leurs jupes pendant les temps d'euphorie économique et les rallongent lorsque la situation se crispe. Cette théorie, elle est attribuée à l'économiste et professeur d'université de Pennsylvanie, George Taylor, parce que c'est en 1926 qu'on a constaté que porter une jupe courte revenait à pouvoir s'acheter des bas, voilà. Et donc par déduction, avoir les moyens de, et la jupe longue signifie que le budget est trop serré pour s'en acheter. Aujourd'hui, ça peut se transposer avec le collant, on regarde. Avec des messages puissants de la part des Américaines, comme les filles, le démon, c'est la récession, et le combattre, ça se fait en portant des jupes longues et des outfits hyper stylés. Autre exemple. Et là encore, la récession frappe tout le monde, c'est réel. On a carrément ressorti l'indice de l'ourlet et je porterai donc des jupes longues cet été.
Comme dans les années 70, passé l'euphorie de l'après-guerre, c'est la crise et il semblerait qu'on ajoute un peu plus de tissu en bas de nos tenues. C'est une affaire à suivre. Alors pour les cheveux, on a compris, pour la longueur des jupes, c'est pareil, on entend. Mais est-ce que cet indicateur de récession se ressent dans d'autres domaines ? Forcément, les loisirs, c'est les premiers à trinquer, on se doute. Et puis les restaurants, notamment aux États-Unis, les prix explosent. Si vous y avez fait un tour récemment, vous pouvez le constater. Et ça fait enrager les internautes. Vous voulez savoir ce qui montre qu'on vit la récession économique la plus terrifiante ? Regardez ce que les restaurants chics et les boulangeries haut de gamme ont en commun. Vous savez ce que c'est ? Le hot dog. Milk Bar fait des hot dogs. La chose la moins chère, le hot dog. Ça veut dire qu'on est pauvres, les gars. Et plus cocasse, on constate un lien entre la pop culture et l'économie. Et ce lien, il se matérialise dans le dernier album de Lady Gaga. Parce que la reine de la pop, ces dernières années, elle s'était un peu assagie. Elle proposait des mélodies plus posées, plus douces. Mais en 2025, qu'à cela ne tienne, la queen des Little Monsters, elle est de retour avec son album My Hymn. Et elle renoue avec cet album, avec sa tradition de pop complètement barrée. Et ça, pour les internautes, ça suffit pour voir un retour au temps de crise. Lady Gaga, la vraie, elle est de retour, c'est un signe. En tant qu'enfant, en 2008, la tendance récession est absolument de retour. On peut plus s'offrir des œufs, mais à la rigueur, on pourra être pauvre en dansant. Chouette, est-ce qu'il y a un risque que tout ça débarque en France ? On a tendance à penser toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais on devrait se méfier. Parce que de fait, les indices du CAC 40, pour nous, ils sont pas très bons. Alors, en plein ménage de printemps, moi, si j'étais vous, je ne jetterais pas mes maxi-robes et mes jupes longues. Elles pourraient peut-être vous servir. Ou pas. Ça, c'est une direction artistique à prendre, parce que la mini-jupe, ça reste un principe émancipateur en réalité. Et on en profite d'ailleurs pour saluer le travail de la styliste britannique Mary Quant, qui est considérée comme la maman de la mini-jupe et qui, en 58, la présentait au monde entier comme la pièce qui allait permettre aux femmes de pouvoir courir après un bus en toute liberté. Donc voilà, entre nous, quitte à subir une récession, je pense qu'il vaut mieux pouvoir courir et puis en mini-jupe, s'il vous plaît. Ouais, et blonde. Et blonde en plus, voilà. Merci beaucoup, merci Emma. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Alors, qu'est-ce qui distingue Hugo des autres plateformes de soutien scolaire ? Hugo ne s'arrête pas à la révision ou à délivrer juste des cours pour les élèves. Hugo, c'est vraiment un parcours qui va de l'apprentissage, par des fiches de révision que l'on peut présenter dans l'application, à la révision, en passant par des questionnaires, des QCM, des flashcards, et jusqu'à la mise en condition d'examen avec des exercices corrigés et leur correction instantanée dès lors que l'élève les a terminés. Sachant que vous utilisez bien sûr l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers mois. Mais oui. Le réel but qu'elle a, la place qu'elle a au sein d'Hugo, c'est, comme je l'ai dit, de personnaliser le contenu. Donc, tout au long de l'utilisation d'Hugo par l'élève, on analyse en continu ses remarques, ses réussites, les questions auxquelles il répond plutôt bien ou moins bien. D'accord. Pour ensuite le classifier selon plus d'une centaine de notions différentes, son niveau de compréhension dans chaque chapitre et dans chaque notion, pour au final personnaliser une réponse à n'importe quelle question qu'il pourra poser dans le futur. Et l'Oise qui mise également sur son conseil départemental. N'est-ce pas ? Alors, ils sont combien ? Est-ce qu'on les entend ? Est-ce qu'on les écoute ? Et quelle influence ils ont ? Alors, au niveau des conseillers départementaux des jeunes, ça fait très longtemps qu'il avait été mis en place. Donc, chaque collégien qui est élu dans les collèges de notre département peuvent être représentés via une assemblée départementale. C'est-à-dire qu'ils sont élus par leur père. Ce sont les collégiens. 2 fois par an, c'est ça ? Alors, tout le monde se rassemble 2 fois par an, c'est ça ? Alors, il y a justement des des commissions. D'accord. Mais cependant, en amont, vous avez le mode du scrutin qui est important. Puisque chaque collégien qui, lui, est délégué de sa classe peut être, justement, conseiller départemental des jeunes. Et ce qui est très bien, ce qui est assez efficient, c'est que tous ensemble, en fonction des thématiques, alors généralement qui sont sectorisées, par territoire, va pouvoir s'engager et proposer un projet.
C'est-à-dire que c'est un mode projet, un vrai mode projet. C'est le collégien qui va justement faire en sorte d'écrire un projet, ça peut être sur le patrimoine. En fonction des thématiques, des 5 thématiques des conseillers départementaux des jeunes, écrire le projet conjointement. Et à l'époque, j'avais été très contente de pouvoir impulser quelque chose d'assez nouveau, qui était le partenariat et le projet on était à la veille des élections européennes, en lien avec l'Allemagne. Malheureusement, on était juste avant la pandémie, donc on n'avait pas pu aller à terme, et notamment la représentation et la visite à Bruxelles du Parlement. Ça n'avait pas pu se faire finalement, d'accord. Non, malheureusement. Mais par contre, on avait été financé à l'époque par le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on était le seul à proposer ce genre de dispositif. Ils ont assez peur de raconter. D'ailleurs, dans un premier temps, le garagiste, il vous dit pas qu'il est victime, il vous dit qu'il est témoin. Et une des premières raisons pour lesquelles j'ai trouvé votre livre passionnant, c'est qu'il dépeint un monde très masculin, avec une homophobie sous-jacente très présente, qui fait que même quand on a été soi-même victime, enfant d'un pédophile, le simple fait de devoir assumer que c'était une relation entre deux hommes, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, on le planque. Oui, et puis il y a quelque chose de plus dans cette affaire, c'est qu'il n'y a jamais eu d'agression au sens strict. Ils n'ont jamais été forcés, ils me l'ont dit, et donc, quelque part, ils étaient consentants. Même si, évidemment, le consentement d'un enfant de 8 et 10 ans, on est ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais le problème, c'est que dans leur tête d'adultes, c'est ça. Ils ont consenti. Et donc, moi, quand je les ai vus, en fait, j'avais affaire à des coupables. C'est comme ça finalement, c'était sous-jacent chez eux, ils étaient coupables. Parce qu'ils n'avaient pas décodé, vous les aidez à le faire, ce phénomène bien connu dans toutes ces affaires-là, qu'on appelle le phénomène d'emprise. Absolument. Voilà, et qui fait qu'en fait, c'est du viol, on force. Tout à fait, mais ils n'étaient absolument pas conscients de ça. Donc j'ai essayé de les aider à faire ce cheminement. On parle aussi régulièrement dans cette émission, quand on parle de l'orientation des jeunes, de ce qu'ils vont faire plus tard, l'orientation professionnelle notamment, de l'importance de la puissance du réseau. C'est ce que vous venez chercher aussi à Station F, et c'est ce que vous dites peut-être aux jeunes aujourd'hui. En fait, le réseau, c'est hyper important. Oui, j'y suis rentré, on peut dire, par curiosité. Et j'en ressors plein d'idées, plein de rencontres, plein de connaissances. J'ai notamment appris que le réseau était une clé dans ce que l'on voulait entreprendre et que c'était une aide qui peut être cruciale, parfois changer toute une dynamique et apporter des points de vue bien différents de ceux dont on pouvait avoir. Si on a tendance à évoluer seul dans un début, alors le fait de rencontrer du monde et d'avoir justement ce réseau-là peut nous ouvrir bien des portes. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore tout seul ? Je suis seul fondateur et je travaille avec 2 autres personnes au sein d'Hugo. Dans l'Ouest, vous êtes très au fait notamment sur un projet qui lutte contre la violence intrafamiliale. Oui. Pour protéger, bien sûr. Bien évidemment, en amont. Puisqu'on, alors pareil, à l'issue de quelques réflexions, et notamment lorsque j'ai eu la chance de faire de nombreux porte-à-porte, et qu'on est amené à regarder un petit peu ce qui se passe derrière les portes, justement, on s'aperçoit que la parole n'est pas libre, que certaines personnes n'osent pas parler, par pudeur, par humilité aussi parfois, et qu'il y a un manque cruel de place et de place dans les structures, mais aussi et au final d'actions qui puissent pérenniser la sécurité d'une sortie. Et quand je dis ça, je dis que généralement, lorsque vous sortez d'un dispositif ou lorsque vous vous remettez pour une certaine typologie au travail, on vous sort de dispositif tout de suite. Ouais. Or, quand on est dans des cas tels que ceux-là, il faut pérenniser. C'est-à-dire qu'il faut accompagner du mieux possible au niveau des supports pour véritablement asseoir une sortie. Et que c'est pas forcément à la première, mais c'est à la deuxième, parfois qu'on arrivera, ou la troisième, qu'on arrivera justement à mettre en sécurité. Ils y vont, ok, mais c'est quand même un mauvais moment à passer. Voilà, et certains disent, bon, moi j'ai cédé vite fait parce que j'avais envie de passer à autre chose. L'autre chose en question étant de jouer à la console vidéo ou de faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire à la maison. Mais... C'est vrai, il y en a aussi qui ont reconnu qu'ils y allaient, ils savaient très bien ce qui leur allait arriver, et ça ne leur déplaisait pas parce que c'était la découverte du plaisir à 10, 11 ans, c'était quelque chose qu'ils ignoraient totalement, et il y avait quelque chose de ludique. Et en plus, tout était présenté
par ce maître nageur comme quelque chose de ludique. Exactement, c'est un jeu. Il n'arrête pas de le répéter, ça revient tout le temps. Ouais. C'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel il dit aussi, voilà, donnant, ce que je te fais, tu dois me le faire, parce que c'est comme ça. Enfin, tout est ludique. Donc, ce sont des enfants, donc ils pensent jouer. Et c'est un rituel qu'il met en place pour amener les enfants à se soumettre. Donc, il y a à la fois la notion de jeu, mais également le fait qu'il les attire tout bêtement avec des activités qui plaisent aux enfants, des jeux vidéo, des films. Oui, et en même temps, c'est son univers à lui. C'est-à-dire qu'il est relativement immature, cet homme, et c'est vrai qu'il vide chez lui avec des figurines de Tintin, des jeux vidéo. Il aime ça. C'est un grand enfant. C'est un grand enfant. Il trouve que les enfants sont beaucoup plus drôles que les adultes. Et voilà, et tout ça, pour lui, se passe de manière extrêmement naturelle. En même temps, c'est un homme très intelligent, je pense. Et je pense lui aussi, il est dans le déni. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Il le dit au procès, d'ailleurs, assez vite. Oui. Oui, enfin, il faut un peu le forcer. Il faut un peu le forcer. Mais il sait que c'est pas bien, voilà. mais personne ne lui dit rien. C'est ça. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. La réalisation aujourd'hui, c'est Alice Pitavi. Le son, Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.